Lors d'un dîner spécial, un millionnaire arrive dans un restaurant élégant où sa petite amie l'attend déjà. Ils s'assoient ensemble, peu de temps après, la femme se lève pour aller aux toilettes. Quelques instants plus tard, le millionnaire est surpris de voir une petite mendiante courir vers sa table. À bout de souffle, elle murmure « Monsieur, ne mangez pas ce gâteau. Elle y a mis quelque chose. » Avant que sa petite amie ne revienne, il décide d'échanger les assiettes de gâteau. 2 heures plus tard, le millionnaire est complètement choqué par ce qui se passe. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil d'automne peignait les rues de New York d'une couleur dorée tandis qu'Edward Miller ajustait le poignet de sa chemise italienne et vérifiait sa montre pour la 3e fois. À 42 ans, il portait le poids d'une fortune bâtie avec audace et intelligence, mais aussi la légèreté de quelqu'un qui avait toujours su utiliser sa richesse pour le bien. En cet après-midi spécial, chaque détail devait être parfait. Le restaurant The Gilded Lily se dressait devant lui comme une oasis d'élégance au cœur de la ville. Les tables extérieures, ornées de compositions de roses blanches, contrastaient avec le mouvement constant de l'avenue. L'arôme des épices fines se mêlait au parfum des fleurs, créant une atmosphère qui promettait une soirée inoubliable. Edward prit une profonde inspiration, sentant la nervosité se mêler à l'anticipation. Il se dirigeait vers l'entrée quand une petite voix timide le fit s'arrêter. À ses pieds, une fillette de pas plus de 6 entendait une petite main sale. Ses grands yeux sombres brillaient d'un mélange d'espoir et de résignation qui toucherait n'importe quel cœur sensible. Ses vêtements déchirés et tachés racontaient une histoire de négligence qu'Edward connaissait bien. « S'il vous plaît, monsieur » murmura-t-elle en évitant son regard. Ce n'était pas la première fois qu'ils se rencontraient. Edward se souvenait parfaitement de ses yeux, de la même expression suppliante qu'il avait touchée à d'autres occasions. Sans hésiter, il plongea la main dans sa poche et en sortit quelques billets, les plaçant dans les petites mains de l'enfant avec la délicatesse de quelqu'un qui manipule un objet précieux. « Merci » chuchota-t-elle, et pour la première fois, ses yeux rencontrèrent les siens. À cet instant, Edward vit quelque chose qui le troubla profondément, une sagesse précoce, comme si cet enfant portait des secrets trop lourds pour son âge. Le sourire qu'elle lui offrit était pur et sincère, contrastant brutalement avec la cruelle réalité qui l'entourait. Edward sentit un pincement au cœur, un désir inexplicable de faire plus, de changer sa situation. Mais les aiguilles de l'horloge lui rappelèrent l'engagement qui l'attendait à l'intérieur. Le restaurant bourdonnait de l'énergie typique d'une fin d'après-midi animée. Des serveurs impeccablement vêtus se déplaçaient entre les tables avec la précision d'une chorégraphie bien rodée. Le son discret des conversations animées se mêlait au tintement des verres et des couverts, créant une symphonie urbaine réconfortante. Isabella observait tout avec des yeux brillants d'anticipation. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le plateau de marbre de la table, et Edward sentit qu'elle aussi pressentait que quelque chose de spécial allait se produire. La connexion entre eux avait toujours été intense, construite au fil de 2 ans d'une relation qui semblait parfaite à tous égards. « Tu sembles différent aujourd'hui » observa-t-elle en se penchant légèrement en avant. « Il y a quelque chose dans tes yeux, une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. » Edward sourit, mais son esprit revenait sans cesse à l'image de la fillette dans la rue. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui le dérangeait, une sensation étrange qu'il ne parvenait pas à définir. Peut-être n'était-ce que la nervosité de la soirée spéciale qu'il avait planifiée, ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, une intuition que son esprit rationnel ne pouvait encore traiter. Le serveur s'approcha avec une discrétion professionnelle, portant un plateau d'argent qui reflétait les lumières ambiantes. La soirée ne faisait que commencer, mais Edward sentait déjà que rien ne serait plus pareil après ce rendez-vous. Ignorant à quel point il avait raison, il se prépara à vivre l'une des nuits les plus décisives de sa vie. Le champagne d'Homme Pérignon pétillait dans les flûtes de cristal tandis qu'Edward observait le visage radieux d'Isabella. La table était décorée de pétales de rose et de bougies parfumées qui créaient une atmosphère intime, même au milieu de l'agitation du restaurant. Chaque détail avait été soigneusement planifié pour rendre cette nuit inoubliable. « À nous » trinqua Edward en levant son verre. « À tout ce que nous avons construit ensemble et à tout ce qui est à venir. » Isabella sourit énigmatiquement, ses yeux verts brillant d'une intensité qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « À nous » répéta-t-elle, son verre touchant le sien avec un son cristallin qui résonna au-dessus d'eux comme une promesse. Le premier plat arriva avec une présentation impeccable, un carpaccio de saumon au capre et à l'huile de truffe qui éveillait les sens par son seul arôme. Edward observait chaque geste d'Isabella,
la façon dont elle coupait délicatement de petits morceaux et les portait à ses lèvres roses. Il y avait une grâce naturelle dans ses mouvements qui l'avait toujours fasciné. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous » demanda-t-il, essayant de chasser l'étrange sensation qui l'accompagnait depuis sa rencontre avec la fillette dans la rue. Isabella se mit à rire, un son mélodieux qui attira les regards admiratifs des tables voisines. « Comment pourrais-je l'oublier ? Tu as renversé du café sur mon chemisier blanc préféré dans le hall de l'hôtel. » Ses doigts jouaient avec la bague en diamant qui ornait sa main droite. « Je pensais que tu n'étais qu'un autre homme d'affaires maladroit essayant de m'impressionner. » « Et tu n'avais pas tort, » admit Édouard, se détendant pour la première fois de la soirée. « J'étais si nerveux en te voyant que j'ai complètement perdu ma coordination. » La conversation coula naturellement entre eux, ponctuée par les plats qui arrivaient les uns après les autres. Un risotto au cèpe, des médaillons d'agneau avec une réduction au vin rouge, des accompagnements qui ressemblaient à de petites œuvres d'art. Isabella commentait chaque saveur avec la connaissance d'une connaisseuse, démontrant la sophistication qui avait toujours caractérisé sa personnalité. Pendant le repas, Édouard remarqua à quel point Isabella connaissait bien les serveurs. Elle saluait certains par leur nom, faisait des demandes spécifiques avec la familiarité d'une habituée. Une pointe de curiosité le dérangea, il ne savait pas qu'elle venait si souvent au Gilded Lily. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il nonchalamment en regardant un serveur s'approcher avec une attention particulière pour servir Isabella. « Parfois, » répondit-elle en détournant légèrement le regard. « C'est un endroit spécial, parfait pour des occasions comme celle-ci. » Sa main trouva la sienne sur la table, leurs doigts s'entrelaçant doucement. « Tu as très bien choisi, Édouard. » Le maître d'hôtel s'approcha de la table avec une révérence presque théâtrale, portant une petite boîte enveloppée de papier doré. « Offert par la maison » annonça-t-il en plaçant le cadeau devant Isabella. « Pour célébrer cette nuit spéciale. » Édouard fronça les sourcils, surpris. Il n'avait mentionné la nature spéciale de la soirée à personne. Comment le restaurant le savait-il ? Isabella semblait tout aussi surprise, mais ses yeux pétillaient de plaisir alors qu'elle défaisait délicatement le ruban. À l'intérieur de la boîte, un bracelet en or blanc avec des saphirs bleus captait la lumière des bougies. C'était une pièce magnifique, manifestement coûteuse, et Édouard se demanda quel genre de relation Isabella entretenait avec la direction du restaurant pour mériter une telle courtoisie. « C'est magnifique, » murmura-t-elle, laissant Édouard lui mettre le bijou au poignet. « Mais tu n'étais pas obligé. »« Je ne l'ai pas fait, » commença à dire Édouard, mais il fut interrompu par l'arrivée du serveur avec le dessert. Le gâteau au chocolat belge était accompagné de fruits rouges et d'une petite carte sur laquelle on pouvait lire « Pour la nuit parfaite ». Édouard regarda Isabella admirer la présentation, mais une étrange sensation grandit dans sa poitrine. De petits détails commençaient à s'additionner, créant une image qu'il ne parvenait pas à comprendre pleinement. L'image de la petite mendiante lui revint à l'esprit sans crier gare, ses grands yeux sages, l'expression de quelqu'un qui porte de lourds secrets. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui continuait de le déranger, une urgence dans sa voix qui semblait maintenant résonner dans sa mémoire avec une plus grande clarté. Isabella se leva gracieusement, interrompant ses pensées. « Je vais me repoudrer le nez » annonça-t-elle en l'embrassant doucement sur le front. « Ne commence pas le dessert sans moi. » Édouard la regarda s'éloigner, admirant la façon dont elle se déplaçait avec élégance même en talons hauts. D'autres clients la regardaient aussi, et il sentit une pointe de fierté mêlée à quelque chose de plus complexe qu'il ne pouvait identifier. Seul à table, ses yeux se tournèrent vers le gâteau intact, et un sentiment inexplicable d'appréhension lui serra le cœur. Le silence qui s'installa à la table après le départ d'Isabella fut comblé par les bruits ambiants du restaurant. Édouard tambourinait nerveusement ses doigts sur le plateau de marbre, ses yeux errant dans le décor élégant sans vraiment rien voir. Le sentiment de malaise qui l'avait accompagné tout au long de la soirée semblait s'intensifier à chaque minute qui passait. Le gâteau au chocolat restait intact devant lui, ses couches parfaites ornées de fraises fraîches et d'une délicate décoration en sucre. La présentation était impeccable, comme tout dans ce restaurant, mais quelque chose dans ce dessert le dérangeait inexplicablement. Peut-être n'était-ce que la nervosité de l'occasion spéciale, ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond que son intuition essayait de lui communiquer. Édouard observa les autres clients autour de lui, des couples élégants conversaient à voix basse, des cadres discutaient affaires autour de verres de vin rouge, et des familles aisées célébraient des occasions spéciales avec le naturel de ceux qui sont habitués au luxe. Tout semblait absolument normal, mais il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas.
Ses pensées furent interrompues par un mouvement soudain entre les tables. La petite mendiante qu'il avait rencontrée à l'entrée courait vers sa table, esquivant serveurs et clients avec une agilité désespérée. Ses yeux étaient écarquillés de peur et elle haletait comme si elle avait couru une longue distance. Édouard se redressa sur sa chaise, surpris par cette apparition inattendue. Comment avait-elle réussi à entrer dans le restaurant? La sécurité était stricte dans cet établissement, surtout avec les enfants des rues. Avant qu'il ne puisse formuler la moindre question, elle atteignit sa chaise et se pencha, murmurant avec une urgence désespérée. « Monsieur, ne mangez pas ce gâteau. » Les mots sortirent précipitamment, chargés d'une angoisse qui glaça le sang d'Édouard. Elle a mis quelque chose dedans. Le monde sembla s'arrêter un instant. Édouard regarda la fillette, puis le gâteau, puis de nouveau ses grands yeux brillants de larmes désespérées. Sa voix était basse mais claire, chaque mot prononcé avec une conviction qui ne pouvait être ignorée. « Que as-tu dit » Édouard se pencha plus près, sa voix également réduite à un murmure. « Comment sais-tu cela » Mais la fillette reculait déjà, ses yeux nerveux scrutant la pièce comme si elle cherchait une menace invisible. « Je l'ai vue » murmura-t-elle rapidement. « Dans la cuisine. Elle connaît des gens ici. » Ses petites mains tremblaient visiblement. « Elle ne doit pas savoir que je vous l'ai dit. » Avant qu'Édouard ne puisse poser d'autres questions, la fillette se retourna et courut de nouveau entre les tables, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Il essaya de se lever pour la suivre, mais elle s'était déjà évanouie dans la foule de clients et de personnel, comme si elle n'avait jamais été là. Édouard resta immobile, le cœur battant à tout rompre tandis qu'il assimilait ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il prenait la serviette pour essuyer la sueur froide qui avait perlé sur son front. Cette enfant pouvait-elle dire la vérité, ou n'était-ce que l'imagination d'un jeune esprit traumatisé par la vie dans la rue? Il regarda de nouveau le gâteau, qui semblait maintenant menaçant sous la lumière dorée des bougies. Chaque détail de la décoration, qui lui avait semblé parfait auparavant, suscitait désormais la suspicion. Le glaçage trop lisse, la consistance légèrement différente à certains endroits, ou était-ce simplement son imagination qui s'emballait? Le bruit de talons hauts qui approchaient le fit lever les yeux. Isabella revenait des toilettes, encore plus radieuse qu'avant. Elle avait retouché son maquillage et son rouge à lèvres, et ses cheveux semblaient avoir été recoiffés. Le sourire qu'elle lui adressa était chaleureux et plein d'attente. « Je t'ai manqué » lança-t-elle en se rasseyant gracieusement. Ses yeux se posèrent immédiatement sur le gâteau intact. « Heureusement que tu m'as attendu. Ce dessert est la spécialité de la maison. » Édouard força un sourire, mais son esprit travaillait frénétiquement. Si l'avertissement de la fillette était vrai, il devait agir rapidement, mais sans éveiller les soupçons. Comment pouvait-il tester la véracité de cette accusation absurde sans paraître complètement paranoïaque? « Tu connais bien cet endroit, n'est-ce pas » demanda-t-il nonchalamment, observant attentivement la réaction d'Isabella. « Pourquoi demandes-tu cela » répondit-elle, mais Édouard remarqua une légère raideur dans sa posture. « C'est un restaurant célèbre, beaucoup de gens le connaissent. » Le malaise d'Édouard grandit. Il y avait définitivement quelque chose d'étrange dans la réponse évasive d'Isabella. Ses mains se dirigèrent instinctivement vers le gâteau, et une décision désespérée se forma dans son esprit. S'il y avait la moindre possibilité de danger, il ne pouvait ignorer l'avertissement de la fillette. « Et si on trinquait une dernière fois avant le dessert » suggéra-t-il, gagnant du temps tandis qu'il formulait un plan. Édouard leva sa flûte de champagne avec des mains qui tremblaient de façon presque imperceptible, forçant un sourire qu'il espérait naturel. Isabella l'observait curieusement, ses yeux verts étudiant chaque nuance de son expression. L'air entre eux semblait chargé d'une tension que lui seul pouvait sentir. « À notre histoire » dit-il en essayant de garder une voix stable. « Et à tous les moments spéciaux que nous partagerons encore. » Isabella sourit et leva son verre, mais Édouard remarqua une subtile impatience dans ses gestes. Ses yeux se tournaient constamment vers le gâteau intact, comme si ce dessert était le véritable objectif de la soirée. Cette observation lui donna un frisson. « Édouard, ça va » demanda-t-elle en se penchant légèrement en avant. « Tu as l'air différent depuis que je suis revenu. »« Je vais parfaitement bien » mentit-il en prenant une gorgée de champagne pour gagner du temps. Son esprit travaillait fiévreusement, essayant de trouver un moyen de confirmer ou d'écarter les soupçons qui grandissaient dans son cœur. « Je pense juste à la chance que j'ai de t'avoir à mes côtés. » Le sourire d'Isabella s'élargit, mais Édouard remarqua qu'il n'atteignait pas ses yeux. Il y avait quelque chose de calculé dans son expression, une froideur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Ou peut-être avait-elle toujours été là, et il avait simplement choisi de ne pas la voir.
Et si on commençait le dessert, suggéra-t-elle en prenant le couteau à gâteau en argent. J'ai hâte de le goûter. On dit que c'est une recette exclusive du chef. Édouard regarda ses mains bouger, notant comment elle manipulait le couteau avec familiarité. Chaque geste semblait soigneusement répété, comme si elle savait déjà exactement comment procéder. Le soupçon qui grandissait dans sa poitrine se transforma en une certitude glaciale. « Attends, dit-il en posant sa main sur la sienne. Et si je servais ? Après tout, cette nuit est spéciale pour nous deux. » Isabella hésita une fraction de seconde, puis lâcha le couteau avec un rire forcé. « Quel gentleman !» murmura-t-elle, mais Édouard décela de l'irritation dans sa voix. « Tu as toujours été si prévenant. » Édouard prit le couteau, mais au lieu de couper le gâteau, il fit semblant que quelque chose était tombé par terre. « J'ai fait tomber ma serviette, » dit-il en se penchant discrètement. Pendant les quelques secondes où il fut hors de la vue d'Isabella, ses mains travaillèrent rapidement, échangeant les assiettes avec des mouvements précis nés du désespoir. Quand il se redressa, Édouard força un sourire calme. « Voilà, » dit-il en coupant le gâteau et en servant 2 généreuses parts. « Pour toi, mon amour. » Isabella prit sa fourchette, mais Édouard remarqua qu'elle observait attentivement quelle part se trouvait devant elle. Ses yeux se plissèrent de manière presque imperceptible, comme si elle essayait d'identifier quelque chose de spécifique. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. « Tu ne manges pas ?» demanda-t-elle, remarquant qu'il se contentait de fixer sa part sans la toucher. « Bien sûr que si », répondit Édouard en prenant sa fourchette. « J'admire juste la présentation. C'est vraiment une œuvre d'art. » Pendant les minutes qui suivirent, ils mangèrent dans un silence relatif, ponctué uniquement de commentaires superficiels sur le goût et la texture. Édouard se forçait à chaque bouchée, l'estomac noué par la tension et la terrible possibilité que sa paranoïa soit justifiée. Isabella mangeait avec un plaisir apparent, mais il remarqua qu'elle l'observait constamment, comme si elle attendait une réaction spécifique. « C'est délicieux », commenta-t-elle en terminant sa part. « Tu devrais en manger plus, tu as à peine touché à la tienne. » Édouard acquiesça et fit semblant de manger quelques bouchées de plus, mais son esprit était concentré sur l'observation de tout changement dans le comportement d'Isabella. Si l'avertissement de la fillette était vrai, combien de temps faudrait-il pour que les effets se manifestent ? Le restaurant continuait de s'agiter autour d'eux, ignorant le drame silencieux qui se déroulait à leur table. Des couples discutaient avec animation, des serveurs circulaient avec une efficacité professionnelle et la vie nocturne de la ville pulsait à travers les fenêtres. En apparence, Édouard et Isabella ressemblaient à n'importe quel autre couple célébrant une occasion spéciale. Mais sous la surface élégante, un courant de suspicion et de peur parcourait chaque regard, chaque mot, chaque geste. Édouard avait l'impression de marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme, essayant de maintenir l'équilibre entre une méfiance croissante et la nécessité de paraître normal. « On commande une autre bouteille de champagne ?» demanda Isabella en faisant signe au serveur. « La nuit est encore jeune. » Édouard accepta, mais ses yeux restaient fixés sur son visage, cherchant le moindre signe de changement. Si sa décision désespérée d'échanger les assiettes était la bonne, il connaîtrait bientôt la vérité. Et s'il s'était trompé, il aurait commis un acte de méfiance qui pourrait détruire à jamais la relation qu'il croyait parfaite. Le temps semblait s'écouler au ralenti alors qu'Édouard observait chaque mouvement d'Isabella avec une intensité croissante. Elle continuait de discuter normalement, commentant l'ambiance, louant la décoration, posant des questions sur les projets du week-end. Sa voix conservait le même ton mélodieux que toujours, mais Édouard avait l'impression d'écouter une inconnue à travers un voile de suspicion. 30 minutes s'étaient écoulées depuis qu'elle avait terminé sa part de gâteau. Édouard chronométrait mentalement chaque seconde, ses yeux entraînés à capter le moindre changement subtil dans son expression ou son comportement. Plusieurs fois, il se demanda s'il ne perdait pas la raison, si la parole d'une enfant des rues justifiait vraiment une telle paranoïa. « Tu es très silencieux ce soir », observa Isabella en jouant séducteur avec ses cheveux. « Je pensais que tu étais excité par notre célébration. »« Je m'imprègne juste du moment », répondit Édouard en forçant un sourire. « Parfois, il est bon de simplement observer et apprécier. » Isabella rit, mais le son sembla forcé à ses oreilles. Elle prit son sac à main en cuir italien et commença à fouiller à l'intérieur, sortant un rouge à lèvres pour retoucher ses lèvres. Édouard remarqua que ses mains tremblaient légèrement, un détail qui aurait pu passer inaperçu pour n'importe quel observateur occasionnel. « Tout va bien ?» demanda-t-il en essayant de paraître décontracté. « Tu sembles un peu agité. »« Bien sûr que je vais bien », répondit-elle rapidement, peut-être trop rapidement.
C'est juste l'excitation de la nuit. Tu sais à quel point je suis sensible aux moments spéciaux. Édouard hocha la tête mais continua de regarder Isabella ranger son rouge à lèvres et prendre son téléphone portable, vérifiant ses messages avec des mouvements de plus en plus nerveux. Ses sourcils se froncèrent légèrement alors qu'elle tapait une réponse rapide, et Édouard remarqua qu'elle jetait discrètement un coup d'œil vers la cuisine du restaurant. Le serveur s'approcha de leur table avec une courtoisie professionnelle, remplissant leur verre d'eau et leur demandant s'ils avaient besoin de quelque chose d'autre. Édouard remarqua qu'il échangea un regard significatif avec Isabella, un contact visuel qui ne dura qu'une fraction de seconde mais qui suffit à attirer son attention. « Encore un peu de temps ici suffira », dit Isabella au serveur, sa voix portant une autorité qu'Édouard n'avait jamais remarquée auparavant. « Il n'y a pas d'urgence. » Quand le serveur s'éloigna, Édouard se pencha en avant. « Comment connais-tu si bien le personnel ici ?» Ce serveur semblait familier. Isabella rit de nouveau, mais cette fois le son sortit légèrement strident. « Édouard, tu imagines des choses. C'est un restaurant populaire, je suis venu ici quelques fois avec des amis. Il est normal que certains employés me reconnaissent. » Mais ces explications ne convainquirent pas Édouard. De petits détails commençaient à s'additionner. La familiarité excessive avec l'endroit, les cadeaux non sollicités, l'insistance sur le gâteau spécifique, les regards échangés avec le personnel. Chaque pièce du puzzle créait une image de plus en plus troublante. 45 minutes après le dessert, Édouard remarqua le premier vrai changement dans le comportement d'Isabella. Elle porta la main à son front, massant ses tempes avec des mouvements circulaires. Ses paupières semblaient plus lourdes, et elle clignait des yeux plus fréquemment que d'habitude. « Tu te sens bien ?» demanda Édouard, un mélange d'inquiétude sincère et de confirmation de ses pires craintes se livrant bataille dans sa poitrine. « Juste un léger mal de tête », murmura-t-elle, mais Édouard remarqua que sa voix était légèrement pâteuse. « Ce doit être le champagne. Tu sais que je ne tolère pas bien l'alcool. » Édouard savait que c'était un mensonge. Isabella avait toujours eu une excellente tolérance aux boissons alcoolisées, l'impressionnant souvent par sa capacité à garder son sang-froid même après plusieurs verres de vin. L'excuse était manifestement fabriquée pour expliquer des symptômes qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. « Et si on partait ?» suggéra-t-il, testant sa réaction. « On peut continuer la célébration à la maison. » « Non. » La réponse sortit plus fort qu'elle ne l'avait prévu, attirant des regards curieux des tables voisines. Isabella se reprit rapidement, forçant un sourire. « Je veux dire, il est encore tôt. Profitons encore un peu. » Mais Édouard voyait bien qu'elle luttait contre quelque chose. Ses mains tremblaient plus visiblement maintenant, et elle semblait avoir du mal à fixer son regard. De petites perles de sueur apparurent sur son front malgré la température agréable de la pièce. Son téléphone vibra sur la table, et Édouard réussit à voir une partie du message avant qu'elle ne le saisisse rapidement. Les mots « pas encore » et « attends » étaient visibles sur l'écran, envoyés par un contact enregistré uniquement sous le nom d'M. « Du travail » expliqua-t-elle précipitamment en rangeant le téléphone. « Tu sais comment sont les clients, toujours urgents. » Mais Édouard ne croyait plus à ses explications. À chaque minute qui passait, la terrible possibilité qu'une enfant de 6 ans lui ait sauvé la vie devenait plus réelle. Et si c'était vrai, cela signifiait que la femme qu'il avait aimée pendant 2 ans avait planifié quelque chose d'inimaginable contre lui. 1 heure s'était écoulée depuis le dessert quand Isabella commença à montrer des signes plus inquiétants. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'elle essayait de prendre son verre d'eau, et Édouard dut se pencher pour entendre ses paroles, qui sortaient de plus en plus basses et pâteuses. « Édouard » murmura-t-elle, ses yeux luttant pour rester nets. « Je ne crois pas que je me sens très bien. » Son cœur battait la chamade, un mélange complexe de panique et de confirmation s'emparant de ses sentiments. D'un côté, voir la femme qu'il aimait souffrir le bouleversait, de l'autre, la terrible réalité qu'elle avait tenté de lui faire la même chose créait un tourbillon d'émotions qu'il pouvait à peine gérer. « Sortons d'ici » dit Édouard en faisant discrètement signe au serveur. « Tu as besoin d'air frais. » Mais avant qu'il ne puisse se lever, Isabella lui attrapa le bras avec une force surprenante pour quelqu'un dans son état. « Non » chuchota-t-elle avec urgence. « On ne peut pas partir maintenant. J'ai besoin de rester ici. » Son insistance à rester dans le restaurant, même en se sentant mal, confirma les plus sombres soupçons d'Édouard. Elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Peut-être attendait-elle que les effets se manifestent chez lui, ou peut-être y avait-il un plan plus vaste en cours. Le téléphone d'Isabella vibra de nouveau, et cette fois, Édouard réussit à voir le message complet avant qu'elle ne puisse le cacher. Où est le résultat ? Ça aurait déjà dû arriver.
Il provenait du même contact, M, qui avait envoyé le message précédent. Isabella, dit Édouard, sa voix remplie d'une autorité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Qui est M? Elle le regarda avec des yeux vitreux, luttant pour comprendre la question. Je ne sais pas de quoi tu parles, murmura-t-elle, mais sa tentative de mensonge était pathétique dans son état affaibli. Édouard prit son téléphone avant qu'elle ne puisse réagir, faisant défiler les messages récents. Ce qu'il trouva lui glaça le sang, des conversations détaillées sur le plan, des références à la substance dans le gâteau, plus choquant encore, des discussions sur sa fortune et la manière dont elle serait divisée après sa mort accidentelle. Mon Dieu, murmura Édouard, les pièces s'emboîtant enfin pour former une image terrifiante. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Isabella essaya de nier, mais ses protestations sortirent de manière incohérente. Les effets de la substance dans son organisme rendaient impossible le maintien de toute façade. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, un mélange de peur, de regret et de désespoir d'avoir été découverte. Ça ne devait pas se passer comme ça, sanglota-t-elle. Tu n'étais pas censé? Comment as-tu su? Une fillette de 6 ans a eu plus de courage et d'honnêteté que la femme que j'aimais, répondit Édouard, la voix tremblante d'une émotion contenue. Une enfant que tu ne considérerais probablement même pas comme humaine m'a sauvé la vie. Le restaurant autour d'eux continuait son énergie nocturne, complètement inconscient du drame personnel qui se déroulait à la table du coin. Édouard réalisa qu'il devait agir rapidement. Isabella était clairement en danger médical. Peu importe ce qu'elle avait essayé de faire, il ne pouvait pas la laisser mourir. « J'appelle une ambulance », dit-il en prenant son propre téléphone. Non. Isabella réussit à rassembler ses forces pour protester. « Tu ne peux pas. Ils vont découvrir? Je vais aller en prison. » Tu aurais dû y penser avant d'essayer de m'empoisonner, répliqua froidement Édouard, mais il composa néanmoins le 911. Tout en parlant au répartiteur, expliquant que sa compagne avait soudainement fait un malaise, Édouard observait Isabella se détériorer. Sa peau était pâle et moite, sa respiration irrégulière, et elle semblait avoir du mal à rester consciente. Le maître d'hôtel s'approcha de la table, clairement préoccupé par la situation. « Y a-t-il un problème, monsieur Miller ?» demanda-t-il, mais Édouard remarqua de la nervosité dans sa voix. « Pouvons-nous aider de quelque manière que ce soit ?» Édouard étudia le visage de l'homme, remarquant des signes d'anxiété qui allaient au-delà de la simple préoccupation professionnelle. « Vous faites partie de ça aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il directement. Le maître d'hôtel pâlit, confirmant les soupçons d'Édouard. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur, » balbutia-t-il, mais ses yeux nerveux le trahissaient. « Combien de personnes sont impliquées dans cette conspiration ?» Édouard se leva, sa taille imposante intimidant l'homme plus petit. « Combien d'employés de ce restaurant savaient que ma petite amie essayait de me tuer ?» Le murmure des tables voisines s'apaisa alors que d'autres clients commençaient à réaliser que quelque chose n'allait pas. Des chuchotements se propagèrent dans la salle, et Édouard réalisa qu'il aurait bientôt un public pour le drame qui se déroulait. Isabella gémit doucement, sa tête tombant en avant alors qu'elle luttait contre l'inconscience. Édouard sentit une pointe de douleur dans sa poitrine en la voyant ainsi, non pas pour la femme qui avait tenté de le tuer, mais pour l'image de la personne qu'il pensait qu'elle était. Au fond de son esprit, une seule image le rassurait, les grands yeux courageux d'une fillette qui avait tout risqué pour sauver un étranger. Dans un monde plein de trahison et de cupidité, il y avait au moins encore de l'innocence et de la bonté pure. Le son de la sirène d'ambulance résonna dans les rues animées avant de s'arrêter devant le Gilded Lily. Édouard regarda à travers les fenêtres du restaurant les ambulanciers descendre du véhicule avec du matériel médical, se préparant à ce qu'il croyait être une simple urgence médicale de routine. Il n'avait aucune idée qu'ils étaient sur le point de s'impliquer dans une tentative de meurtre déjoué. Isabella avait complètement perdu connaissance, son corps inerte sur la chaise n'étant soutenu que par le dossier rembourré. Édouard ressentit un mélange complexe d'émotions en l'observant dans cet état. La colère face à la trahison, la tristesse pour l'amour perdu et une préoccupation humaine fondamentale qu'il ne pouvait totalement réprimer. Les ambulanciers entrèrent dans le restaurant avec une efficacité professionnelle, portant une civière pliable et une mallette médicale. L'ambiance élégante du Gilded Lily contrastait bizarrement avec l'urgence médicale qui se déroulait, créant une scène surréaliste qui capta l'attention de tous les clients présents. « Que s'est-il passé ?» demanda l'ambulancier en chef, un homme d'âge mûr aux yeux expérimentés qui avait tout vu. Il s'agenouilla à côté d'Isabella, vérifiant ses signes vitaux avec des mouvements rapides et précis. Elle s'est sentie mal subitement, expliqua Édouard, disant techniquement la vérité.
Ça a commencé par un mal de tête et des vertiges, puis ça s'est rapidement aggravé. L'ambulancier fronça les sourcils en examinant Isabella. Tension artérielle basse, pupille dilatée, respiration irrégulière, murmura-t-il à son partenaire. On dirait un empoisonnement. Avez-vous consommé de l'alcool ou des substances? Édouard hésita un instant, réalisant qu'il était au seuil d'une décision qui changerait tout. Il pouvait simplement dire qu'il ne savait rien, laisser les médecins se débrouiller seuls. Ou il pouvait dire la vérité et faire face aux conséquences d'une accusation que personne ne croirait. Nous avons mangé le même repas, dit-il finalement. Mais je me sens bien. Tandis que les ambulanciers préparaient Isabella pour le transport, Édouard remarqua un mouvement suspect dans sa vision périphérique. Le maître d'hôtel parlait rapidement avec deux hommes en costume qu'il n'avait pas vus auparavant. Il gesticulait nerveusement vers la table où tout s'était passé, clairement préoccupé par la tournure des événements. L'un des hommes sortit son téléphone et passa un appel rapide, parlant à voix basse mais avec urgence. Édouard réussit à capter quelques mots, problème, plan échoué, limiter les dégâts. Il était évident que la conspiration allait bien au-delà d'Isabella et de quelques employés du restaurant. « Monsieur, accompagnerez-vous la patiente à l'hôpital » demanda l'ambulancier, interrompant les observations d'Édouard. « Bien sûr, » répondit-il, mais ses yeux restaient fixés sur les hommes suspects. « C'est ma petite amie. » Alors que la civière était préparée, Édouard photographia discrètement les hommes avec son téléphone portable, essayant de documenter des visages qui pourraient être importants plus tard. Il remarqua que l'un d'eux le regardait aussi, et leurs yeux se croisèrent un instant tendus. Le transport jusqu'à l'ambulance fut rapide, mais Édouard sentit chaque seconde s'étirer tandis qu'il mesurait l'ampleur de ce qu'il avait découvert. Ce n'était pas seulement une petite amie cupide essayant d'hériter de sa fortune, il y avait un réseau organisé derrière la tentative d'assassinat, des gens qui avaient investi du temps et des ressources dans le plan. À l'hôpital, Édouard regarda les médecins emmener Isabella aux urgences pendant qu'une infirmière le conduisait dans une salle d'attente. L'environnement stérile et les bruits typiques de l'hôpital créaient une atmosphère surréaliste après l'élégance du restaurant où tout avait commencé. « Monsieur Miller ?» Une voix derrière lui le fit se retourner. Deux détectives du NIPT se tenaient dans l'embrasure de la porte, leur visage sérieux suggérant que ce n'était pas une visite de courtoisie. « C'est moi », répondit Édouard, sentant son estomac se nouer. Détective Thompson et détective Rodriguez. Ils se présentèrent en montrant leur badge. Nous devons vous parler des événements de ce soir. L'hôpital est tenu de signaler les cas suspects d'empoisonnement. Édouard réalisa que l'heure de vérité était arrivée. Il avait la preuve de la conspiration sur le téléphone d'Isabella, mais il savait aussi que son histoire semblerait complètement absurde. Un millionnaire sauvé par une sans-abri de 6 ans qui avait réussi à déjouer un complot de meurtre. Qui croirait cela? Bien sûr, détective, dit-il, se préparant mentalement à la conversation la plus importante de sa vie. Mais avant de commencer, je dois vous dire que je suis aussi une victime dans cette situation. Les détectives échangèrent des regards sceptiques, et Édouard réalisa que sa bataille pour la vérité ne faisait que commencer. Dehors, quelque part dans la ville, une fillette courageuse avait disparu après lui avoir sauvé la vie, et des personnes puissantes étaient déterminées à s'assurer qu'elle ne pourrait jamais raconter sa version de l'histoire. Le tournant était arrivé, et Édouard savait que plus rien dans sa vie ne serait pareil à partir de ce moment. La salle d'interrogatoire de l'hôpital était petite et faiblement éclairée, avec des murs blancs qui semblaient se refermer sur Édouard alors que les deux détectives se positionnaient stratégiquement. Le détective Thompson, un homme costaud à la moustache grisonnante, gardait une expression impassible, tandis que le détective Rodriguez, plus jeune et plus mince, griffonnait des notes sur un carnet avec des mouvements nerveux. « Commençons par les bases », dit Thompson, sa voix profonde résonnant dans l'espace confiné. « Vous et mademoiselle Isabella Monroe fêtiez quoi exactement au restaurant ce soir ?» Édouard prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. C'était notre 2e anniversaire. J'avais prévu une soirée spéciale. Il hésita, réalisant l'ironie amère de ses paroles. Très spéciale. Et pendant cette célébration, mademoiselle Monroe a consommé quelque chose qui l'a laissé dans un état critique, poursuivit Rodriguez en levant les yeux de son carnet. Avez-vous une idée de ce qui aurait pu provoquer cette réaction? Édouard savait que le moment crucial était arrivé. Dire la vérité signifiait passer pour un fou, mais mentir pouvait détruire ses chances de prouver son innocence plus tard. Détective, je sais que ce que je vais vous dire semblera impossible à croire, mais j'ai des preuves. Thompson se pencha en avant,
ses yeux expérimentés étudiant chaque nuance de l'expression d'Édouard. Nous vous écoutons. Isabella a essayé de m'empoisonner, dit Édouard, ses mots tombant comme des pierres dans le silence de la pièce. Elle a mis quelque chose dans le gâteau qui m'était destiné. Par hasard, j'ai discrètement échangé les assiettes, et elle a fini par consommer son propre piège. Les deux détectives échangèrent des regards sceptiques. Rodriguez cessa d'écrire et fixa Édouard comme s'il venait d'avouer être un extraterrestre. Monsieur Miller, c'est une accusation très grave. Quelle preuve avez-vous pour étayer cette affirmation? Édouard sortit le téléphone d'Isabella, qui était toujours dans sa poche. Ces messages. Des gâteaux, des discussions sur ma fortune. Il tendit l'appareil au détective. Tout est là. Thompson prit le téléphone et commença à parcourir les messages, ses sourcils se fronçant à mesure qu'il lisait. Rodriguez regardait par-dessus l'épaule de son collègue, son expression passant progressivement du scepticisme à la surprise. Ces messages sont troublants, admit Thompson après quelques minutes. Mais comment avez-vous su que vous deviez échanger les assiettes? Pourquoi étiez-vous méfiant? Édouard déglutit difficilement, sachant que cette partie serait la plus difficile à expliquer. Une fillette m'a prévenu. Une enfant sans abri qui fréquente les environs du restaurant. Elle m'a dit de ne pas manger le gâteau, qu'Isabella y avait mis quelque chose. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rodriguez reprit ses notes furieusement, tandis que Thompson se renversa sur sa chaise avec une expression qui mêlait incrédulité et préoccupation professionnelle. Une enfant sans abri, répéta lentement Thompson. Et vous l'avez cru? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose dans ses yeux, expliqua Édouard, sachant à quel point cela semblait désespéré. Une urgence, une peur sincère. Elle a risqué sa sécurité pour me prévenir. Où est cette fillette maintenant? Demanda Rodriguez, son stylo suspendu au-dessus du papier. Édouard sentit sa poitrine se serrer. Je ne sais pas. Elle a disparu après m'avoir donné l'avertissement. J'ai essayé de la retrouver dans le restaurant, mais elle était partie. Thompson se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite pièce, traitant clairement des informations contradictoires. Monsieur Miller, soyons honnêtes. Votre histoire est pour le moins inhabituelle. Un homme riche sauvé par une sans-abri, une petite amie conspiratrice qui s'empoisonne accidentellement. Comprenez-vous pourquoi nous pourrions avoir des doutes? Je comprends parfaitement, répondit Édouard en gardant une voix ferme. Mais examinez son téléphone, regardez les caméras de sécurité du restaurant, enquêtez sur le personnel qui travaillait ce soir. Il y a une conspiration plus large ici. Rodriguez feuilleta ses notes. Vous avez mentionné des preuves provenant des caméras. Que devrions-nous chercher exactement? Isabella connaissait trop bien le restaurant. Le personnel la traitait avec une familiarité excessive. Il y avait des hommes suspects qui parlaient au maître d'hôtel après l'incident. Édouard se pencha en avant, essayant de transmettre l'urgence. Et plus important encore, les caméras devraient montrer la fillette courant vers ma table pour me prévenir. Thompson arrêta de faire les 100 pas et regarda directement Édouard. En supposant que votre histoire soit vraie, cela soulève une question encore plus troublante. Pourquoi quelqu'un voudrait-il vous tuer? Avez-vous des ennemis? Édouard secoua la tête. J'ai toujours été discret avec ma fortune. J'essaie d'aider les gens dans le besoin, mais je garde ma vie personnelle privée. Je n'imagine pas qui pourrait bénéficier de ma mort, à part Isabella elle-même. À moins que, murmura Rodriguez en regardant Thompson, elle n'ait pas été le cerveau. L'implication des mots de Rodriguez frappa Édouard comme un coup de poing à l'estomac. Et si Isabella n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste? Et si quelqu'un de plus puissant était derrière la tentative d'assassinat? Nous avons besoin de plus d'informations, décida Thompson. Nous allons demander les enregistrements de sécurité du restaurant et commencer à enquêter sur le personnel. Monsieur Miller, vous ne pouvez pas quitter la ville tant que nous n'aurons pas clarifié cette situation. Édouard accepta, mais son esprit travaillait déjà dans une autre direction. Il devait trouver la fillette avant que les vrais coupables ne la trouvent. Si elle avait effectivement vu Isabella préparer le poison, sa vie était en extrême danger. Et s'il arrivait quelque chose au seul témoin qui pouvait prouver son innocence, Édouard savait qu'il serait considéré comme coupable d'un crime qui avait été planifié contre lui. L'aube arriva avec une tempête de flash et de microphones pointés sur Édouard alors qu'il quittait l'hôpital. Pendant les quelques heures qu'il avait passées à répondre aux questions au poste de police, l'histoire avait fuité dans la presse avec une rapidité étonnante. Un millionnaire sous enquête après le malaise de sa petite amie dans un restaurant de luxe, titrait tous les portails d'information.
Édouard descendit les marches de l'hôpital, essayant d'ignorer les questions criées par les journalistes. Est-il vrai que vous avez empoisonné votre petit ami? Y avait-il des problèmes dans la relation? La fortune était-elle le mobile? Chaque question était comme un coup de poignard à sa réputation, bâtie sur des décennies de travail honnête et d'actions caritatives. Son chauffeur privé, Karl, réussit à se frayer un chemin jusqu'à la voiture blindée à travers la foule de journalistes. « Monsieur, ça devient très moche », murmura-t-il alors qu'il s'éloignait du chaos. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Votre secrétaire essaie désespérément de maîtriser la situation. Édouard ferma les yeux, sentant le poids de l'injustice s'abattre sur lui. Mais au fond de son esprit, une image persistait, les grands yeux courageux de la fillette qui avait tout risqué pour le sauver. Elle était la clé pour prouver son innocence, et il devait la trouver avant qu'il ne soit trop tard. « Karl, je veux que vous m'emmeniez au centre-ville », ordonna Édouard. « Nous allons fouiller tous les endroits où les enfants sans abri ont l'habitude de se réfugier. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ne pensez-vous pas que vous devriez rester à la maison jusqu'à ce que ça se calme? La presse est à vos trousses comme des vautours. » Édouard secoua la tête avec détermination. Chaque heure qui passe est une heure de plus pour que les vrais coupables effacent les preuves ou fassent taire le seul témoin qui peut me sauver. Ils commencèrent dans le centre-ville, passant au peigne fin les passages souterrains, les auvents des bâtiments abandonnés et les places où se rassemblaient des groupes de sans-abri. Édouard sortait de la voiture à chaque endroit, ignorant les regards curieux et parfois hostiles que sa présence provoquait. Sa tenue élégante et sa voiture de luxe le marquaient clairement comme un étranger dans ce monde. « Je cherche une fillette », expliquait-il à chaque groupe qu'il rencontrait. Environ 6 ans, cheveux noirs, très intelligente. Elle fréquentait les environs du restaurant Gilded Lily. Les réponses allaient de l'indifférence à la suspicion. Certains sans-abri le reconnurent d'après les nouvelles et firent des commentaires sarcastiques sur le millionnaire meurtrier cherchant sa prochaine victime. D'autres ignoraient simplement ses questions, habitués à être invisibles pour les gens comme lui. Après 3 heures de recherches infructueuses, Édouard s'arrêta sur une place où un groupe de femmes préparait un petit déjeuner communautaire. La chef du groupe, une femme âgée aux cheveux blancs et aux yeux bienveillants, l'observa curieusement alors qu'il s'approchait. « La fillette que vous cherchez, dit-elle sans préambule, est en danger. » Édouard sentit son cœur s'emballer. « Vous la connaissez? Vous savez où elle est ?» La femme, qui se présenta comme Mama Rose, lui fit signe de s'asseoir sur un banc voisin. Cette enfant est arrivée ici hier soir, terrifiée. Elle a dit que de mauvaises personnes la poursuivaient, qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. « Où est-elle maintenant » demanda Édouard avec urgence. « Elle s'est enfuie pendant la nuit » répondit Mama Rose, l'expression inquiète. 2 hommes en costume sont venus ici pour la demander. Ils ont dit qu'ils étaient des travailleurs sociaux, mais les travailleurs sociaux ne conduisent pas de SUV noir ni ne posent de questions menaçantes. Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine. La conspiration était encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, et maintenant des personnes puissantes traquaient activement le seul témoin qui pouvait le sauver. « Avez-vous une idée de l'endroit où elle aurait pu aller » insista Édouard. Mama Rose hésita, étudiant attentivement son visage. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Les journaux disent que vous avez essayé de tuer votre petit ami. » Édouard prit une profonde inspiration, réalisant qu'il devait être complètement honnête. « Parce que cette fillette m'a sauvé la vie. Ma petite amie a essayé de m'empoisonner, et cette enfant courageuse m'a prévenu. Maintenant, elle est en danger pour m'avoir aidé, et je ne peux pas laisser quoi que ce soit lui arriver. » La sincérité dans sa voix dut convaincre Mama Rose, car elle hocha lentement la tête. Il y a une vieille église à Chinatown. Le père Michael abrite généralement les enfants à risque. Si elle a cherché de l'aide, elle est peut-être allée là-bas. Édouard la remercia profusément et se dépêcha de retourner à la voiture. Alors que Karl conduisait vers l'église, son téléphone sonnait constamment avec des appels de journalistes, d'avocats et de connaissances voulant sa version de l'histoire. Il les ignora tous, se concentrant uniquement sur la recherche de la fillette avant qu'il ne soit trop tard. L'église Saint-François était un vieux bâtiment modeste, contrastant avec les gratte-ciels modernes qui l'entouraient. Édouard monta les marches de pierre le cœur battant, sachant que cela pourrait être sa dernière chance de trouver la vérité. Le père Michael, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants, le reçut à la porte avec une expression prudente. « Monsieur Miller, j'ai vu votre visage aux informations. Qu'est-ce qui vous amène ici ? » « Je cherche une fillette qui pourrait être en grand danger », expliqua rapidement Édouard. « Elle m'a sauvé d'une tentative d'assassinat,
et maintenant les vrais coupables essaient de la faire taire. Le prêtre étudia son visage un long moment avant d'hocher la tête. « Entrez. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de vous parler. » L'intérieur de l'église était baigné d'une pénombre réconfortante, éclairée seulement par la lumière colorée qui filtrait à travers les anciens vitraux. Édouard suivit le père Michael dans des couloirs étroits, passant devant de petites pièces où des bénévoles organisaient des dons de vêtements et de nourriture. L'odeur de la cire de bougie et de l'encens créait une atmosphère de paix qui contrastait vivement avec le chaos dans lequel sa vie était plongée. « Elle est arrivée ici hier soir », expliqua le prêtre à voix basse pendant qu'il marchait. Elle était terrifiée, parlant d'hommes dangereux qui la poursuivaient. Sœur Teresa a réussi à la calmer un peu, mais elle insiste sur le fait qu'elle doit vous parler. Édouard ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Trouver la fillette était sa priorité, mais savoir qu'elle était en danger pour avoir essayé de l'aider créait un poids énorme sur sa conscience. « Est-elle en sécurité ici ?» « Pour l'instant, » répondit gravement le prêtre. Mais ces hommes qui la cherchent ne semblaient pas prêts à abandonner facilement. « Nous avons dû être très prudents. » Ils s'arrêtèrent devant une porte en bois peinte en bleu clair. Le père Michael frappa doucement 3 fois, apparemment un code préétabli, avant d'ouvrir la porte. Édouard entra dans la petite pièce et reconnut immédiatement la frêle silhouette blottie sur une chaise dans le coin. La fillette leva les yeux quand il entra, et Édouard vit le même regard perçant qui l'avait impressionné la veille. Mais maintenant, il y avait de la peur dans ses yeux, une vulnérabilité qui lui brisa le cœur. Elle portait des vêtements propres fournis par l'église, une robe simple et des chaussures trop grandes pour ses petits pieds. « Vous êtes venu, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je pensais que vous ne me croiriez pas. » Édouard s'agenouilla devant elle, se mettant au niveau de l'enfant. « Je t'ai cru, petite. Tu m'as sauvé la vie. » Sa voix tremblait d'émotion. « Comment as-tu su? Comment as-tu découvert ce qu'Isabella préparait ?» La fillette regarda nerveusement le prêtre, qui hocha la tête de manière encourageante. « Tu peux lui dire, Maya. Monsieur Miller est là pour t'aider. » Maya, Édouard connaissait enfin son nom, prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je cherchais de la nourriture dans les poubelles derrière le restaurant quand j'ai entendu des voix dans la cuisine. La fenêtre était ouverte à cause de la chaleur. » Elle fit une pause, ses petites mains tremblant légèrement. Édouard attendit patiemment, réalisant que revivre ces moments était difficile pour elle. La jolie dame était là avec un homme en costume. Il manipulait un gâteau, y mettait quelque chose. L'homme a dit que ça devait être parfait, que ça ne pouvait pas rater cette fois. Édouard sentit son sang se glacer. Cette fois? Ont-ils mentionné d'autres tentatives? Maya hocha la tête, ses grands yeux fixés sur son visage. L'homme a dit que les autres fois étaient trop suspectes, que cette fois-ci, ça devait ressembler à un accident. La dame a ri et a dit, il ne se douterait jamais d'elle. Les paroles de la fillette confirmaient les pires craintes d'Édouard. Ce n'était pas un plan impulsif, Isabella avait essayé de le tuer auparavant, et seule sa chance ou sa prudence naturelle l'avait protégé. « As-tu bien vu le visage de l'homme » demanda Édouard, essayant de garder sa voix calme. « Oui » s'illumina un peu Maya. « Et je les ai enregistrés en train de parler aussi. » Édouard et le père Michael échangèrent des regards surpris. « Tu les as enregistrés » répéta Édouard, croyant à peine ce qu'il entendait. Maya sortit un vieux téléphone portable fissuré de sa poche. « J'ai trouvé ce téléphone dans une poubelle la semaine dernière. Il fonctionne encore un peu. Quand je les ai entendus parler de vous faire du mal, j'ai décidé d'enregistrer. » Avec des doigts petits mais déterminés, elle manipula l'appareil jusqu'à ce qu'elle trouve le fichier audio. Le son était étouffé et plein de parasites, mais il était possible d'entendre clairement les voix d'Isabella et d'un homme discutant des détails de l'empoisonnement. « Êtes-vous sûr que la dose sera suffisante cette fois » pouvait-on entendre la voix d'Isabella. « Vous pouvez me faire confiance, chérie. C'est une substance presque indétectable. Ça ressemblera à une crise cardiaque naturelle, et alors toute cette fortune sera à nous. » Édouard ferma les yeux, se sentant nauséeux en entendant la froideur dans la voix de la femme qu'il avait aimée. Mais en même temps, il ressentait une immense gratitude pour cette enfant courageuse qui avait tout risqué pour le sauver. « Maya, dit-il doucement, tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Mais maintenant, nous devons te garder en sécurité pendant que la police utilise cet enregistrement pour arrêter les vrais coupables. » La fillette le surprit en lui prenant la main. « Monsieur, ils ont parlé d'une liste. Mais des noms? Vous n'êtes pas le premier à qui ils ont essayé de faire du mal. » La révélation frappa Édouard comme un éclair.
S'il y avait d'autres cibles, la conspiration était encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Combien de personnes avaient déjà été victimes? Combien d'autres étaient en danger? Sœur Teresa, appela le père Michael, et une religieuse d'âge mûr entra dans la pièce. Nous devons contacter la police immédiatement. Et nous aurons besoin d'une protection spéciale pour Maya. Édouard regarda la fillette qui avait changé sa vie en quelques minutes avec son courage extraordinaire. Maya, je te promets que je prendrai soin de toi. Tu n'auras plus jamais à te soucier de la nourriture, d'un abri ou des mauvaises personnes. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Maya sourit, un sourire timide mais sincère qui illumina tout son visage. Vous le promettez vraiment? Je le promets, répondit Édouard, ayant l'impression de faire la promesse la plus importante de sa vie. Et nous nous assurerons que ces gens ne feront plus jamais de mal à personne. Le téléphone du prêtre sonna, interrompant le moment. Son expression changea pour devenir inquiète après avoir répondu. Il y a des hommes devant l'église, les informait-il gravement. On dirait qu'ils nous ont trouvés. Le père Michael se déplaça avec une agilité surprenante pour son âge, fermant rapidement les rideaux de la petite pièce et faisant signe à tout le monde de rester silencieux. Édouard prit Maya dans ses bras, sentant à quel point elle était légère et fragile. Son petit cœur battait rapidement contre sa poitrine. L'enregistrement sur le vieux téléphone portable pouvait être la clé pour exposer toute la conspiration, mais seulement s'il parvenait à sortir de là vivant. Il y a un passage à l'arrière de l'église, chuchota le prêtre en déplaçant une vieille armoire qui révéla une porte étroite. Il a été construit pendant la Prohibition pour protéger les gens. Il mène au presbytère de l'autre côté du pâté de maison. Édouard suivit le prêtre dans le couloir étroit et faiblement éclairé, Maya agrippée à son cou. Derrière eux, sœur Teresa effaça rapidement toute trace de leur passage dans la pièce. Le son de voix d'homme résonna dans l'église principale, suggérant que les hommes étaient déjà entrés dans le bâtiment. Connaissent-ils la fillette dans le coin? Entendirent-ils une voix dure demander. Ils ont dit qu'elle aurait pu chercher refuge ici, répondit une autre voix. Fouillez chaque recoin. Elle n'a pas pu aller loin. Maya tremblait dans les bras d'Édouard, enfouissant son visage dans son épaule. Il lui chuchota des mots rassurants à l'oreille, promettant que tout irait bien, même s'il n'en était pas entièrement sur lui-même. La responsabilité de protéger cette enfant courageuse pesait sur lui plus que n'importe quelle affaire commerciale qu'il ait jamais menée. Le tunnel s'ouvrait sur un sous-sol humide rempli de boîtes et de vieux équipements d'église. Le père Michael alluma une petite lampe de poche, éclairant un escalier en bois menant à l'étage supérieur. Chaque pas qu'il faisait craquait doucement, créant de petits bruits qui semblaient résonner comme le tonnerre dans le silence tendu. « Ma voiture est garée derrière le presbytère », murmura le prêtre alors qu'il montait. « Mais nous devons être très prudents. Ces hommes ont peut-être encerclé tout le pâté de maison. » Édouard réfléchit rapidement aux options disponibles. Sa propre sécurité était importante, mais la priorité absolue était de s'assurer que Maya et l'enregistrement parviennent à la police en toute sécurité. Sans cette preuve, il resterait le principal suspect, et la véritable conspiration resterait cachée. « Père, connaissez-vous un détective fiable » demanda Édouard alors qu'ils atteignaient l'étage supérieur du presbytère. « Quelqu'un qui ne peut être ni acheté ni intimidé. » Le détective Miller du commissariat du centre-ville, répondit le prêtre sans hésiter. Il a travaillé avec moi sur plusieurs cas de protection de l'enfance. C'est un homme intègre. Ils atteignirent une fenêtre donnant sur l'arrière de la propriété. Édouard jeta un coup d'œil prudent à travers les rideaux et vit deux hommes en costume patrouiller dans la zone. C'étaient les mêmes visages qu'il avait photographiés au restaurant la veille. La confirmation qu'ils étaient activement poursuivis lui glaça le sang. « Ils sont nombreux dehors », informait-il le prêtre. « Nous avons besoin d'une diversion. » Maya bougea dans ses bras et chuchota, « Monsieur, je connais un chemin par les toits. Les enfants des rues l'utilisent pour s'échapper quand les flics viennent nous chasser des places. » Édouard la regarda avec admiration et inquiétude. « C'est très dangereux, Maya. Tu es trop petite. »« Mais je sais comment faire, » insista-t-elle avec une détermination impressionnante chez quelqu'un de si jeune. « Et ils ne s'attendront pas à ce que nous nous échappions par le haut. » Le père Michael ouvrit prudemment une fenêtre qui donnait accès au toit. L'église voisine n'est qu'à 3 pâtés de maison. Si vous pouvez y arriver, je peux appeler leur pasteur et lui demander d'appeler la police. Édouard hésita un instant, pesant les risques. Rester là signifiait être finalement trouvé par les hommes qui patrouillaient dans la zone. Essayer de s'échapper par les toits était dangereux, surtout avec un enfant, mais c'était peut-être leur seule chance. « Essayons »,
décida-t-il en tenant fermement Maya. Mais tu me guideras, petite héroïne. L'évasion par les toits fut une expérience terrifiante et surréaliste. Maya, malgré sa petite taille, se déplaçait avec l'agilité de quelqu'un habitué à cet environnement précaire. Édouard la suivait aussi silencieusement que possible, essayant de ne pas regarder en bas alors qu'il passait d'un bâtiment à l'autre via des ponts improvisés de planches et de tuyaux. Pendant la traversée, Édouard ne put s'empêcher d'admirer le courage extraordinaire de la fillette qui le guidait. Combien de nuits avait-elle dû utiliser ces chemins dangereux juste pour survivre? La vie dans la rue avait forgé en elle une force et une sagesse que beaucoup d'adultes ne développeraient jamais. Là, chuchota Maya, montrant un clocher d'église qui s'élevait à quelques toits de là. C'est sûr de descendre par là. Alors qu'ils approchaient de leur destination, Édouard entendit le son des sirènes de police au loin. Ses pas devinrent plus urgents. Quelle que soit la raison des sirènes, il devait livrer l'enregistrement aux autorités avant que les conspirateurs ne puissent trouver un moyen de détruire les preuves ou de faire taire Maya de manière permanente. La vie de la courageuse fillette qui l'avait sauvée dépendait maintenant de sa capacité à la protéger, et Édouard était déterminé à ne pas échouer dans cette mission, même si cela lui coûtait tout ce qu'il possédait. La descente de la tour de l'église fut tendue mais réussie, Maya guidant Édouard à travers d'étroits escaliers internes jusqu'à ce qu'ils atteignent le rez-de-chaussée. Le pasteur local, un homme âgé nommé Père Matthew, les reçut avec surprise mais comprit rapidement la gravité de la situation lorsque le Père Michael appela, expliquant tout. La police est en route, les informa le Père Matthew en raccrochant le téléphone. Le détective Miller a dit qu'il viendrait personnellement. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Édouard sentit un nœud se former dans son estomac. Qu'est-il arrivé? Isabella Monroe est décédée à l'hôpital il y a 1 heure, dit gravement le prêtre. La substance était plus toxique que ce que les médecins pouvaient neutraliser. Le silence qui suivit fut lourd et complexe. Édouard ressentit un mélange de tristesse pour la femme qu'il avait aimée et de soulagement de savoir qu'elle ne pouvait plus lui faire de mal, ni à d'autres. Maya le regardait avec ses grands yeux, semblant comprendre intuitivement le conflit émotionnel qu'il traversait. « Monsieur, dit-elle doucement, ce n'était pas votre faute. Elle a choisi de faire de mauvaises choses. » La sagesse simple de la fillette le toucha profondément. Même en ayant si peu vécu, elle comprenait des vérités sur la responsabilité et les conséquences que de nombreux adultes peinent à accepter. Le son des voitures qui approchaient les mit en alerte, mais Édouard se détendit en reconnaissant les voitures de police qui se garaient devant l'église. Par la fenêtre, il vit le détective Miller, un homme de taille moyenne aux cheveux grisonnants et à l'expression déterminée, sortir du premier véhicule. « Monsieur Miller », salua le détective en entrant dans l'église. « C'est une situation très compliquée. J'ai besoin d'entendre votre version des faits et d'examiner les preuves que vous prétendez avoir. » Édouard tendit le téléphone portable de Maya, expliquant comment elle avait enregistré la conversation entre Isabella et l'homme mystérieux. Le détective écouta attentivement l'enregistrement, ses sourcils se fronçant à mesure qu'il comprenait l'ampleur de la conspiration. « C'est une preuve cruciale, admit Miller. Mais j'ai besoin de votre entière coopération pour démanteler cette organisation. » La fillette a mentionné une liste avec d'autres noms. Maya hocha timidement la tête et chuchota quelque chose à l'oreille d'Édouard. Il traduisit pour le détective, elle dit qu'elle les a entendus mentionner au moins 5 noms, tous des hommes riches de la ville. Apparemment, il y a un schéma, tous célibataires ou veufs sans héritier direct. La révélation fit écarquiller les yeux du détective. Nous parlons d'une opération de meurtre en série planifiée pour voler des héritages. C'est beaucoup plus gros que nous l'imaginions. Au cours de l'heure suivante, Édouard fournit tous les détails dont il pouvait se souvenir sur le comportement suspect d'Isabella, ses liens avec le restaurant et les hommes mystérieux qu'il avait vus. Maya, initialement timide, s'ouvrit progressivement avec la patience des détectives, fournissant des descriptions détaillées des conspirateurs. « Il y a autre chose, » dit soudainement Maya, surprenant tout le monde. L'homme a parlé d'un bureau au centre-ville. Il a dit qu'il y avait les papiers d'autres personnes riches là-bas. Le détective Miller coordonna immédiatement une opération pour localiser et appréhender les membres restants de la conspiration. En quelques heures, 3 hommes furent arrêtés, y compris le mystérieux M qui avait envoyé des messages à Isabella. Le bureau mentionné par Maya révéla des dossiers détaillés sur 10 hommes riches de la ville, dont Édouard. « Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui », dit le détective à Édouard et Maya lorsque les derniers suspects furent arrêtés. Cette organisation opérait depuis au moins 2 ans. Nous avons identifié 3 décès suspects qui vont maintenant être réexaminés.
Édouard ressentit un mélange de soulagement et d'horreur. Soulagement que son innocence ait été prouvée, mais horreur de découvrir combien de personnes avaient été victimes d'une cupidité débridée. Il regarda Maya, qui restait silencieuse à ses côtés, traitant encore tout ce qui s'était passé. « Maya, dit-il en s'agenouillant devant elle, tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu as sauvé la vie de nombreuses personnes que tu ne connais même pas. Tu es une véritable héroïne. » La fillette rougit, peu habituée aux compliments ou à la reconnaissance. « J'ai juste fait ce qui était juste, murmura-t-elle. « Et c'est exactement pour ça que tu es spécial, répondit Édouard, les larmes lui montant aux yeux. Le détective Miller s'approcha d'eux. « Monsieur Miller, votre situation juridique est complètement réglée. Mais il y a une question concernant la garde de la fillette. Elle n'a pas de famille connue, techniquement, elle devrait aller dans un foyer de l'État. » Édouard sentit son cœur battre la chamade. L'idée que Maya retourne à la vie dans la rue ou soit placée dans un système qui pourrait ne pas la protéger adéquatement était inacceptable. « Détective, dit-il avec détermination, j'aimerais commencer immédiatement la procédure d'adoption. Maya m'a sauvé la vie, et maintenant je veux sauver la sienne. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent de surprise et d'espoir. « Vous voulez vraiment que je sois votre fille ? » « Plus que tout au monde, répondit Édouard en la serrant tendrement dans ses bras. « Si tu le veux, bien sûr. » Le sourire qui illumina le visage de Maya fut la plus belle réponse qu'Édouard ait jamais reçue de toute sa vie. Un mois s'écoula depuis la nuit qui changea à jamais la vie d'Édouard et de Maya. La procédure d'adoption s'avéra plus complexe qu'Édouard ne l'avait prévu, mais sa détermination et ses ressources facilitèrent considérablement les démarches légales. Maya avait subi des examens médicaux complets, révélant une malnutrition et quelques problèmes de santé dus à la vie dans la rue, mais rien que des soins appropriés ne pouvaient résoudre. La couverture médiatique de l'histoire avait pris une tournure complètement différente. Une fillette héroïque sauve un millionnaire et démasque un réseau criminel était désormais le titre qui dominait les journaux. Édouard, initialement réticent à cette exposition, réalisa que l'histoire pouvait inciter d'autres personnes à prêter attention aux enfants invisibles vivant en marge de la société. « Comment te sens-tu pour l'école ?» demanda Édouard alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse de sa maison, qui avait maintenant été adaptée pour accueillir sa nouvelle fille. Maya portait un nouvel uniforme scolaire, ses cheveux propres et bien coiffés brillants sous le soleil du matin. « Un peu nerveuse, admit Maya en remuant ses céréales avec une cuillère. « Je ne suis jamais allée à l'école avant. Et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» Édouard s'assit à côté d'elle, sa présence réconfortante apaisant l'anxiété de la fillette. « Tu es l'une des personnes les plus intelligentes et les plus courageuses que je connaisse. Les autres enfants auront de la chance de te connaître. » Pendant les semaines d'adaptation, Édouard avait découvert des facettes fascinantes de la personnalité de Maya. Elle avait une mémoire exceptionnelle, une curiosité insatiable pour tout ce qui l'entourait et une empathie naturelle qui l'impressionnait constamment. La vie dans la rue avait développé en elle des capacités d'observation et une intuition que beaucoup de gens ne développeraient jamais. « Papa, » dit Maya, les mots sonnant encore doux et surréalistes aux oreilles d'Édouard. « Penses-tu que Madame Isabella était très triste de faire ces mauvaises choses ?» La question démontrait la profondeur émotionnelle de la fillette et sa tentative de comprendre la complexité humaine. Édouard choisit ses mots avec soin. « Je pense que certaines personnes se perdent tellement dans la cupidité qu'elles oublient ce qui compte vraiment dans la vie, » répondit-il. « Isabella a fait des choix terribles, mais tu m'as appris que nous pouvons toujours choisir de faire le bien. » Maya hocha la tête d'un air pensif. « Comme les autres hommes sur la liste ? Sont-ils encore tristes parce qu'ils ont perdu des gens qu'ils aimaient ?» Édouard était devenu le point de contact pour les autres victimes potentielles du complot criminel. 3 des hommes de la liste avaient perdu leurs femmes dans des circonstances désormais considérées comme suspectes, et Édouard aidait à financer de nouvelles enquêtes sur ces cas. C'était une façon d'honorer le courage de Maya et de s'assurer qu'aucune injustice ne reste impunie. « Je les aide à découvrir la vérité, » expliqua Édouard. « Et c'est toi qui m'as inspiré à le faire. » L'adaptation à la vie domestique n'avait pas été facile pour Maya. Habituée à la liberté de la rue et à la nécessité constante d'être sur ses gardes, elle eut initialement du mal à se détendre dans la sécurité de sa nouvelle maison. Des cauchemars occasionnels la réveillaient pendant la nuit, et Édouard se précipitait toujours dans sa chambre pour la consoler. « J'ai rêvé que les méchants hommes revenaient, » murmurait-elle lors d'une de ces nuits, s'accrochant à Édouard comme s'il était sa seule ancre dans la tempête. « Tu es en sécurité maintenant, » la rassurait Édouard, s'asseyant sur le bord de son lit jusqu'à ce qu'elle se rendorme. « Je te promets que je ne laisserai plus jamais rien de mal t'arriver. »
Le système judiciaire avait fonctionné avec une efficacité inhabituelle dans cette affaire. Les 3 conspirateurs arrêtés faisaient face à des accusations de meurtre, de tentatives de meurtre et de racket. Les preuves recueillies étaient si convaincantes que leurs avocats négociaient des peines de plaidés coupables. Édouard avait également apporté des changements importants dans sa propre vie. Il avait engagé un détective privé pour effectuer une vérification complète de sa sécurité personnelle, réviser ses testaments et ses documents juridiques, et créer une fondation caritative spécifiquement dédiée à l'aide aux enfants sans abri. « Je veux que tu saches, dit-il à Maya en la conduisant à son premier jour d'école, que tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu m'as appris ce qui compte vraiment. » Maya le regarda dans le rétroviseur de la voiture. « Qu'est-ce qui compte, papa ?» La famille, répondit Édouard sans hésiter. Prendre soin des gens qu'on aime et protéger ceux qui ont besoin d'aide. Lorsqu'ils arrivèrent à l'école, un établissement privé qu'Édouard avait soigneusement choisi pour sa réputation d'accueil d'enfants de différents horizons, Maya hésita à la porte. « Et si je n'arrive pas à apprendre les choses que les autres enfants savent déjà ?» demanda-t-elle, sa petite voix révélant l'insécurité qu'elle portait encore. Édouard s'agenouilla devant elle, lui tenant ses petites mains. « Maya, tu as déjà appris à survivre seule dans la rue, à être courageuse quand les adultes avaient peur, et à faire ce qui est juste même quand c'était dangereux. Apprendre les maths et l'anglais sera un jeu d'enfant pour toi. » Le sourire qu'elle lui adressa était radieux et confiant. « Tu as raison. Je suis forte. La plus forte que je connaisse, » confirma Édouard en l'embrassant sur le front. « Et quand tu rentreras à la maison aujourd'hui, je veux tout savoir sur ta première journée. » Alors qu'il regardait Maya entrer courageusement dans l'école, Édouard réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé. Un mois auparavant, il était un homme riche mais essentiellement solitaire. Maintenant, il avait une fille qui lui enseignait chaque jour le courage, la compassion et l'importance de valoriser chaque moment partagé. La transformation n'était pas seulement externe. Édouard sentait qu'il avait découvert un but plus profond pour sa vie, une responsabilité qui allait bien au-delà de l'accumulation de richesses. Il avait une petite héroïne à élever, à protéger et à aimer. 6 mois après la nuit qui a changé leur vie pour toujours, Édouard et Maya marchaient main dans la main dans les rues animées de la ville en direction du Gilded Lily. Le restaurant était devenu un symbole spécial pour eux, non seulement l'endroit où une tragédie avait failli se produire, mais aussi où 2 âmes solitaires avaient trouvé une famille l'une en l'autre. Maya, qui venait d'avoir 7 ans, avait visiblement grandi au cours de ces mois. Ses cheveux brillaient de santé, ses yeux conservaient la même sagesse que toujours, mais portaient désormais aussi la sécurité de quelqu'un qui se sait aimer inconditionnellement. L'uniforme scolaire avait laissé place à une robe à fleurs et à des chaussures neuves qu'elle avait choisies spécialement pour l'occasion. « Papa, tu penses qu'ils se souviendront de nous ?» demanda Maya en serrant la main d'Édouard alors qu'ils approchaient de l'entrée familière du restaurant. « J'en suis sûr, » répondit Édouard en souriant à l'idée de la réaction qu'il provoquerait. « Notre histoire est devenue assez célèbre par ici. » Le maître d'hôtel qui les accueillit n'était pas le même que celui de la nuit fatidique. Cet homme purgeait maintenant une peine de prison pour son rôle dans la conspiration. Le nouveau directeur, un jeune homme nommé Robert, les reconnut immédiatement et les salua avec un respect sincère. « Monsieur Miller, mademoiselle Maya, » dit-il avec un sourire chaleureux. « C'est un honneur de vous accueillir à nouveau. Votre table spéciale est préparée. » Ils furent conduits à la même table où tout s'était passé, mais maintenant l'atmosphère portait une énergie complètement différente. Le décor restait élégant, mais Édouard ne ressentait plus la tension qui avait marqué sa dernière visite. À la place, il y avait la paix, la gratitude et la simple joie de partager un moment spécial avec sa fille. « Cette table a l'air différente maintenant », observa Maya en regardant autour d'elle avec curiosité. « Plus heureuse », acquiesça Édouard, admirant la façon dont sa fille pouvait percevoir des nuances émotionnelles que beaucoup d'adultes ignoreraient. « C'est parce que maintenant, nous sommes ici en tant que vraie famille. » Pendant le dîner, ils parlèrent des mois qui s'étaient écoulés. Maya lui parla de ses amis à l'école, en particulier de Julia, une fille timide qu'elle avait aidé à s'adapter après que sa famille ait déménagé d'un autre état. Édouard sourit, réalisant comment sa fille protégeait naturellement les plus vulnérables, un trait qui l'avait rendu spécial dès le premier instant. « La maîtresse a dit que je suis la meilleure élève en maths de la classe », dit Maya avec une fierté modeste. « Et j'aide aussi les plus jeunes à mieux lire. » « Ça ne me surprend pas du tout, » répondit Édouard. « Tu as toujours été spécial pour voir ce dont les autres ont besoin. » Édouard partagea également des nouvelles de son travail. L'expérience l'avait motivé à réorienter une partie importante de ses activités vers des projets sociaux.
Il avait mis en place un programme de soutien pour les enfants sans abri, financé 3 nouveaux refuges dans la ville et travaillait avec le gouvernement pour améliorer les politiques de protection de l'enfance. « Sais-tu pourquoi je fais tout ça ?» demanda-t-il à Maya. « Parce que tu as un bon cœur », répondit-elle en penchant la tête avec curiosité. « Parce que tu m'as appris que la vraie richesse réside dans le fait de prendre soin les uns des autres », expliqua Édouard. « Tu m'as montré qu'une fillette de 6 ans peut avoir plus de courage et de sagesse que n'importe quel adulte. » Quand vint l'heure du dessert, le serveur apporta un gâteau au chocolat spécially préparé pour eux. Il était similaire à celui qui avait causé tant de drames des mois auparavant, mais il représentait maintenant la célébration et le renouveau. Maya se mit à rire en voyant la décoration élaborée. « Cette fois, je sais que c'est sans danger », plaisanta-t-elle, faisant rire Édouard aussi. « Cette fois, nous savons que nous sommes en sécurité l'un avec l'autre », corrigea-t-il en coupant 2 généreuses parts. Pendant qu'ils mangeaient, Édouard réfléchit au parcours extraordinaire qui les avait amenés là. 1 an plus tôt, il était un homme prospère mais essentiellement solitaire, concentré sur l'accumulation de richesses sans vraiment en comprendre le but. La tentative d'assassinat avait été traumatisante, mais elle avait aussi été le catalyseur pour découvrir ce qui comptait vraiment dans la vie. « Papa », dit soudainement Maya en regardant par la fenêtre la rue animée. « Tu vois cette fille là-bas » Édouard suivit son regard et vit une enfant d'environ 8 ans mendiant sur le trottoir devant le restaurant. Son cœur se serra en reconnaissant la vulnérabilité familière. « Tu veux aller lui parler ?» demanda Édouard, sachant déjà la réponse. Maya hocha la tête avec enthousiasme. Ils payèrent l'addition et quittèrent le restaurant, s'approchant doucement de la fillette. Maya s'agenouilla devant elle, parlant à voix basse de refuge sûr et de personnes qui pouvaient l'aider. Édouard regarda avec fierté sa fille démontrer la même compassion qui lui avait sauvé la vie. 2 heures plus tard, ils avaient emmené la fillette, qui s'appelait Anna, dans l'un des refuges financés par Édouard. Voir Maya partager sa propre expérience de transformation avec une autre enfant dans le besoin fut l'un des moments les plus émouvants de la vie d'Édouard. « C'est comme ça qu'on change le monde », dit Maya alors qu'ils rentraient chez eux. « Une personne à la fois. » Édouard sourit, réalisant que sa fille de 7 ans venait d'articuler une philosophie de vie plus profonde que de nombreux livres de développement personnel. « Tu as raison, ma petite sage. » Cette nuit-là, en bordant Maya, Édouard réfléchit à la façon dont 2 vies brisées s'étaient trouvées et reconstruites. Il avait gagné une fille extraordinaire, et elle avait gagné une famille et des opportunités qui transformeraient son avenir. « Papa », murmura Maya alors qu'il la couvrait. « Merci de m'avoir choisi. »« Merci de m'avoir sauvé », répondit Édouard en l'embrassant sur le front. « De toutes les manières possibles. » Alors que Maya s'endormait, Édouard resta là quelques instants, observant le visage serein de l'enfant qui avait changé sa vie. Dehors, la ville continuait son rythme effréné, pleine de gens poursuivant leurs propres rêves et faisant face à leurs propres défis. Mais là, dans cette chambre calme, se trouvait une petite famille construite sur la fondation la plus solide possible, l'amour inconditionnel, le courage face à l'adversité et la conviction inébranlable qu'il vaut toujours la peine de faire ce qui est juste. L'histoire qui avait commencé par une tentative de destruction s'était transformée en un récit de renouveau, d'espoir et du pouvoir transformateur d'un cœur pur. Édouard savait que, quels que soient les défis que l'avenir leur réservait, lui et Maya les affronteraient ensemble, se protégeant mutuellement et étendant cette protection à tous ceux qui en avaient besoin. La véritable fortune d'Édouard ne se trouvait plus dans ses comptes en banque, mais dans le sourire endormi de sa fille et la certitude qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre le plus grand trésor possible, une vraie famille.